Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, des centaines d'hectares brûlés et des dizaines de personnes évacuées. La région de Jabal Akroum dans le Akkar, au nord Liban, fait face à un violent incendie de forêt. 2 personnes ont été blessées. Une bataille cruciale est en cours à Alep. Ces dernières heures, au moins 51 personnes ont été tuées lors de violents bombardements. L'armée du régime peine toujours à freiner l'avancée des djihadistes. Et à la veille de la fête de l'Assomption, jour férié dans l'Hexagone, en France, les annonces d'annulation de feux d'artifice ou de festivités se multiplient dans tout le pays pour des raisons de sécurité. Je vous le disais en titre, des centaines d'hectares brûlés et des dizaines de personnes évacuées. La région de Jabal Akroum dans le Akkar au nord Liban fait face à un violent incendie de forêt. 2 personnes ont été blessées ce dimanche alors qu'elles tentaient d'éteindre les flammes dans la forêt de Jabal Hassan. Un hélicoptère bombardier d'eau de l'armée libanaise a été mobilisé. L'intervention est toujours en cours pour parvenir à maîtriser le feu qui progresse depuis 4 jours en raison du vent, des températures élevées et de la sécheresse. Dans un tout autre registre, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a lancé un appel sans précédent au groupe djihadiste en Syrie pour qu'il cesse le combat et dépose des armes, car ils font selon lui le jeu d'Israël et des États-Unis. Hassan Nasrallah a parlé de réconciliation et de compromis. Le leader chiite s'exprimait dans le cadre d'un discours à l'occasion du 10e anniversaire de la guerre contre Israël en 2006, au cours de laquelle le Hezbollah a résisté avec succès à une offensive israélienne qui a duré 33 jours. Selon lui, l'échec de l'État hébreu dans cette guerre a poussé Tel Aviv et Washington à jouer la carte des mouvements extrémistes pour tenter de détruire le Hezbollah, la Syrie et l'Iran. Et les propos d'Hassan Nasrallah interviennent alors qu'une bataille cruciale est en cours à Alep, où les combattants du Hezbollah sont en première ligne. Dans cette bataille, l'armée syrienne et ses alliés ne sont pas en situation confortable face à des djihadistes qui gagnent du terrain. Au moins 51 civils ont été tués hier à Alep lors de bombardements. À Manbij, une partie des civils emmenés comme boucliers humains par l'État islamique ont été libérés. Le récit de Julie Jargot. Un niqab brûlé, des barbes rasées. À Manbij, les habitants effacent les derniers signes de l'oppression. Ces images ont été tournées par la chaîne de télévision Kurdistan 24. On peut y voir de véritables scènes de liesse. À travers toute la ville, des cris, des larmes de joie. Que Dieu vous bénisse, vous êtes nos enfants, vous êtes nos héros, vous êtes le sang de nos cœurs, vous êtes nos yeux. Par d'ici, Daesh. Des civils tombent dans les bras des combattants qui les ont libérés du joug de l'État islamique. Beaucoup sont des femmes kurdes. Maintenant, nous sommes entrés dans Manbij après avoir repris la ville des mains de l'État islamique et mis les civils en lieu sûr. Vendredi, les derniers djihadistes ont quitté la ville, emmenant avec eux près de 2000 civils. Ils auraient depuis été libérés. Manbij était aux mains du groupe terroriste depuis 2014. La ville était leur carrefour de ravitaillement, une plaque tournante entre la Turquie et les zones qu'ils contrôlent en Syrie. Les forces kurdes ont lancé ce dimanche matin une offensive contre l'organisation État islamique au sud-est de Mossoul, en Irak. La 2e ville du pays et sa région sont sous le contrôle de l'État islamique depuis 2 ans. 5 villages ont déjà été repris par les combattants kurdes. Le but de cette opération serait d'en libérer 11 au total. Des zones stratégiques car en hauteur. Cette offensive kurde est la première depuis 2 mois. Une nouvelle étape vers la reprise de Mossoul, la capitale autoproclamée de l'État islamique en Irak, qui n'est plus qu'à une vingtaine de kilomètres seulement des lignes de forces kurdes. Au moins 10 écoliers ont perdu la vie dans des raids de la coalition arabe sur une école en zone rebelle au Yémen, annonce d'MSF, Médecins sans frontières. L'ONU dénombre également 28 blessés. Toutes les victimes ont moins de 15 ans. L'UNICEF confirme l'information, mais l'armée saoudienne parle d'un camp d'entraînement de rebelles et dément qu'une école ait été ciblée. Selon Riyad, les rebelles utilisent des enfants comme recrues. L'UNICEF a de nouveau exhorté les belligérants à épargner les civils dans ce conflit qui a regagné en intensité
visité au début de cette semaine après l'échec des négociations de paix entre le pouvoir et les rebelles houthis. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info à la veille de la fête de l'Assomption, jour férié en France. Les annonces d'annulation de feux d'artifice ou de festivités se multiplient dans tout le pays pour des raisons de sécurité, notamment après l'attentat du 14 juillet à Nice qui a fait 84 morts. On sait qu'à Lille, la grande braderie et le semi-marathon n'auront pas lieu. Des feux d'artifice ont également été supprimés dans le sud alors que d'autres ont été maintenus. Reportage. Faut-il se priver de ce spectacle-là? Les feux d'artifice, les fêtes du 15 août. Chaque maire fait face à ce choix. Le maintenir, comme à Arras. L'annuler, comme à Villers-sur-Mer, en Normandie. Tu les as mis en sécurité? Bon, ça va. Arras, en pleine préparation de ces festivités. Plusieurs centaines de barrières pour encercler la zone. Personne ne doit pouvoir rentrer à l'intérieur sans être fouillé. On ferme de toute façon la circulation. Ouais, c'est bien. Et des blocs de béton C'est bon? pour empêcher les voitures de passer. Tu sais faire ripper un peu vers moi. Ça serait bien qu'on puisse remettre un bloc béton à ce niveau-là aussi. Vas-y, vas-y. En tout, 26 hectares à sécuriser, 10 000 personnes à protéger pour le grand concert et le feu d'artifice de lundi soir. Un enjeu de taille, mais la mairie veut que la fête ait lieu. Vous n'avez pas peur de faire courir un risque à la population? En ce qui concerne la gestion de cet événement, non, parce que nous sommes assurés que le risque est... Il n'y a pas de risque zéro, bien entendu, mais le risque est vraiment très minimisé. Dans l'ensemble, les habitants de la ville soutiennent cette décision. Mon avis, c'est de continuer à faire ce qu'on a envie de faire. Il n'est pas obligé d'avoir des festivités, ils peuvent taper n'importe quand. Dans ce cas-là, on ferme tous les centres commerciaux, on ferme les galeries marchandes, les marchés des villes, on les annule. Ce risque, ici, le maire a décidé de ne pas le prendre. Nous sommes à Villers-sur-Mer, dans le Calvados. 3 000 habitants l'hiver, 20 000 l'été. Ici, 5 km de littoral, des avenues perpendiculaires, une situation qui rappelle celle de la promenade des Anglais à Nice. Chaque année ici, la fête du 15 août, son défilé, son bal populaire et son feu d'artifice attirent des milliers de spectateurs. C'est une tradition, sauf cette année. Le maire a décidé de tout annuler. Ah bah non, on le fait pas parce qu'on a peur, on a ceci, on a... Non, je suis pas d'accord, au contraire, faut y aller. C'est peut-être bête, mais c'est comme ça. Je suis pas sûr que j'y serais allé compte tenu du contexte actuel. Le maire assume cette décision très personnelle. Je suis sensible à ce que disent les gens. À savoir, même pas peur, il faut continuer à vivre comme on vit régulièrement. En tant que maire de Villers, on ne peut plus raisonner comme ça. Si ce serait passé quelque chose, j'aurais jamais pu m'en remettre ou j'aurais pas pu dormir. À quelques kilomètres de là, d'autres communes comme Blonville-sur-Mer ont maintenu leurs festivités. Quelle qu'elle soit, une décision difficile à prendre à seulement un mois de la tuerie de Nice. Et cette année, à Lourdes, les rangées des militaires côtoient les sandales des pèlerins. La sécurité du sanctuaire a été renforcée. 27 soldats de l'opération Sentinelle sont mobilisés pendant le mois d'août. De quoi rassurer les pèlerins 2 semaines après l'assassinat du père Hamel. Au-delà des contrôles de sécurité et des patrouilles, au-delà d'un contexte très particulier, les pèlerins affluent du monde entier vers les sanctuaires de Lourdes. Place à la prière. L'assassinat du père Hamel ne les a pas détournés de leur pèlerinage annuel sacré à leurs yeux. Ça peut que raffermir ma foi et puis la faire grandir. Et j'espère que tous les chrétiens vont, vont entrer dans la paix, pardonner, c'est important, mettre le pardon sur ce qui s'est passé. Prêts à pardonner dans leur prière, dans leur vie. On est venu aussi pour prier pour les gens, pour tout le monde, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la religion, on prie. Hors caméra, les fidèles nous confiaient ce matin que cette année, le pèlerinage ne ressemble en rien aux autres, comme si l'allégresse avait disparu. Demain, jour de l'Assomption, on attend pourtant 25 000 personnes dans ce lieu saint.
Et toujours en France, 4 personnes ont été blessées lors d'une violente rixe entre 2 groupes de jeunes cette nuit à Cisco, en Haute-Corse. Une centaine de policiers et gendarmes ont été mobilisés. Les autorités du département lancent un appel au calme, à la responsabilité et à l'apaisement. Reportage. 3 véhicules incendiés. Dernière trace de l'altercation qui a éclaté hier en fin d'après-midi en Haute-Corse. Dans cette crique de la commune de Cisco, une bagarre oppose plusieurs riverains à un groupe d'une dizaine de personnes d'origine maghrébine, selon plusieurs témoignages. 5 personnes auraient été blessées à coups de harpon et à l'arme blanche. L'une d'entre elles serait en urgence vitale. Quelques minutes après l'altercation, une centaine d'habitants de la commune se retrouvent sur les lieux, provoquant d'importants mouvements de foule. Plus tard dans la soirée, des véhicules sont incendiés. Une centaine de policiers et gendarmes sont sur place. Le calme revient dans la nuit. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur condamne les violences et appelle au calme et au sens des responsabilités. Une enquête est ouverte pour connaître les raisons de l'altercation. Une nuit de violence également à Milwaukee, aux États-Unis, au nord de Chicago. Cette fois, l'annonce de la mort d'un suspect armé tué par un policier a déclenché une émeute. Une centaine de manifestants ont incendié une voiture de police ainsi qu'une station essence et une banque. Et des coups de feu ont été tirés et un policier a été blessé. 3 personnes au moins ont été interpellées. La communauté noire a immédiatement réagi pour condamner les violences policières. Selon le Washington Post, depuis le début de l'année, 586 personnes ont été tuées par la police, dont 36 n'étaient pas armés. 57 policiers ont également été tués. Direction New York, où un imam et un de ses assistants ont été tués en pleine journée, pris pour cible par un tireur isolé qui a réussi à s'enfuir. Samedi soir, la police refusait encore d'accréditer la thèse d'un assassinat en lien avec la religion des 2 victimes. Mais une foule de musulmans s'est réunie sur les lieux du crime pour dénoncer l'ambiance anti-musulmane qui régnerait actuellement aux États-Unis. Olivier Boulanc nous en dit plus. Ils se sont rassemblés à quelques mètres du lieu du crime. Ces musulmans du quartier du Queens à New York sont là pour se recueillir. 2 hommes de leur communauté ont été assassinés alors qu'ils sortaient de la mosquée. Les victimes, un imam Maulana Kunji, 55 ans, et Tara Oudine, 64 ans. Certains ici redoutent un acte islamophobe. Pour les responsables politiques comme M. Trump ou M. Giuliani, qui considèrent l'islam et les musulmans comme les ennemis, regardez le résultat de vos discours de haine. Ce qui est derrière ce crime, comme tout ce qui est derrière les actes islamophobes, c'est la rhétorique anti-musulman que l'on peut lire chaque jour dans les médias. Une rhétorique islamophobe produite par des candidats à la présidentielle dans le seul but de gagner des voix. Le caractère islamophobe de ce double meurtre n'a pas encore été confirmé par la police. Des forces de l'ordre qui cherchent toujours le suspect, un homme armé qui a pris la fuite, mais qui a été filmé par des caméras de vidéosurveillance. Les victimes ont été approchées par derrière. La vidéo montre un homme de taille moyenne portant un polo noir et un short. La police continue de chercher des témoins de la scène. De leur côté, les responsables de la communauté musulmane dans le pays ont estimé nécessaire de renforcer la sécurité aux abords des lieux de prière. Toujours aux États-Unis, une inondation spectaculaire en Louisiane et au Mississippi. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le sud du pays ont fait déborder fleuves et rivières. Au moins 3 personnes sont mortes. En Louisiane, l'état d'urgence a été décrété et des milliers de personnes ont été priées d'évacuer leur maison. Ces inondations interviennent alors qu'une forte vague de chaleur touche la côte nord-est des États-Unis. Avec l'humidité ambiante, les températures ressenties pourraient grimper. Attention, jusqu'à 43 degrés. La réouverture de la frontière entre la Colombie et le Venezuela est effective depuis samedi. Elle avait été fermée il y a 1 an officiellement pour lutter contre la contrebande et l'insécurité. Bogota et Caracas ont convenu de renforcer leur coopération pour la sécuriser et dans un premier temps, seuls les piétons peuvent la franchir. Une modeste fanfare est venue accueillir les Vénézuéliens privés de sortie depuis 11 mois et 16 jours. Les pertes économiques liées à la fermeture de la frontière colombo-vénézuélienne sont estimés à $100 000 par jour et la ville frontalière de Cucato a toujours vécu du trafic légal et moins légal.
Cette image à présent, Fidel Castro accueilli par une foule de plusieurs milliers de personnes, des applaudissements à tout rompre pour rendre hommage à celui qui fêtait ce samedi ses 90 ans. Nicolas Maduro, président du Venezuela et solide allié de Cuba, avait fait le déplacement au théâtre Karl Marx de la Havane. Il faut dire bien que les apparitions de Fidel Castro se font très rares. La dernière remonte au mois d'avril pour le congrès du Parti communiste cubain. En plein rapprochement avec les États-Unis, Castro a tout de même pris soin de publier une tribune dans un journal cubain. Il s'y montre bien entendu très critique des positions prises par Barack Obama, qu'il accuse de manquer de hauteur de vue. Un salon entièrement consacré aux bienfaits du cannabis a ouvert ses portes ce week-end à Mexico. L'objectif des organisateurs est de présenter les vertus médicales du cannabis. L'an dernier, une décision de la Cour suprême mexicaine a ouvert la voie à la libéralisation de la marijuana dans le pays. Une nouvelle loi pourrait être adoptée d'ici la fin du mois d'août. Daria Klishina, seule athlète russe repêchée pour les Jeux Olympiques de Rio, a été exclue des Jeux et a fait appel devant le tribunal arbitral du sport. Elle était la seule athlète russe repêchée par la Fédération internationale d'athlétisme qui avait initialement exclu l'ensemble de l'athlétisme russe à la suite de révélations sur un système de dopage organisé. Léla Sali nous en dit plus. Arrêtée dans sa course, 3 jours avant le début des qualifications du saut en longueur. Daria Klishina vient d'être exclue des JO par la Fédération internationale d'athlétisme. Son nom s'ajoute à la longue liste d'athlètes russes privés de jeux, après les conclusions d'une enquête révélant un programme de dopage massif soutenu par l'État. Daria Klishina a rapidement réagi à cette suspension sur sa page Facebook. Je suis victime de ceux qui ont créé un système de manipulation de notre beau sport et qui l'utilisent à des fins politiques. La jeune femme était la seule athlète russe autorisée à participer aux Jeux. Elle s'entraîne depuis 3 ans aux États-Unis, condition d'abord jugée suffisante par la Fédération internationale d'athlétisme pour être éligible à une sélection. Mais l'IAAF est revenue sur sa décision. La fédération aurait reçu de nouvelles informations sur la sportive. L'IAAF a déclaré que le nom de Daria est mentionné dans le rapport McLaren. Mais ce rapport a été publié il y a longtemps. Pourquoi ont-ils attendu le début de la compétition? Quelles nouvelles informations ont-ils obtenues? Nous n'avons pas de réponse à cette question. Du côté du Comité international olympique, l'heure est à la fermeté. Ces derniers temps, le CIO a souvent été critiqué pour son laxisme à l'égard du dopage. Le président est ferme dans sa position. Nous allons certainement aller plus loin. Nous allons réfléchir à ce que nous pouvons faire et les cas de dopage graves pourraient mener à une interdiction à vie. Daria Klishina a saisi le tribunal arbitral du sport pour contester sa suspension. La décision finale devrait être rendue dans les prochaines heures. Fin de cette édition, le rappel des titres. Des centaines d'hectares brûlés, des dizaines de personnes évacuées. La région de Jabal Akoum dans le Akkar au nord Liban fait face à un violent incendie de forêt. 2 personnes ont été blessées. Une bataille cruciale est en cours à Alep. Ces dernières heures, au moins 51 personnes ont été tuées lors de violents bombardements. L'armée du régime peine toujours à freiner l'avancée des djihadistes. Et à la veille de la fête de l'Assomption, jour férié en France, des annonces d'annulation de feux d'artifice ou de festivités se multiplient dans le pays pour des raisons de sécurité. Merci de votre attention, excellente suite de programmes sur notre antenne. Je vous retrouve à 18h30 heure de Beyrouth pour une nouvelle édition de Code 24, le magazine de la rédaction en partenariat avec France 24. Bon début de semaine à toutes et à tous.